RMC, After Espagne. Nicolas Jamin. Salut à tous, benvenidos a todos, heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'After Espagne, votre podcast audio et vidéo 100% football espagnol que vous retrouvez sur YouTube, sur Afterfoot TV, sur les box SFR, Free Orange et Téléconnecté et l'appli RMC BFM Play. Merci d'être toujours très nombreux à nous suivre et à commenter nos productions. Voilà. Cette semaine, je ne sais même pas si on dit comme ça, mais je pense que oui. Cette semaine, on est avec Rémi Dumont, comme toutes les semaines. Salut Rémi. Salut Nico, salut tout le monde. Il me manquait Rémi. Ouais, toi aussi tu me manques. Hein. J'ai beaucoup pensé à toi depuis notre triade à Rabat. Ah bah moi aussi je pense à toi. C'était pas, voilà, c'était l'amitié, hein, tout ça, mais ouais, c'était bien. Ouais, bah c'est... Edgar Grollo est là également, lui, en Espagne. Salut Edgar. Salut messieurs, je vois que le Maroc te manque encore un peu, Nico. Ah, j'étais bien au Maroc, les gars. Le vert du Maroc sur toi un peu. Hein. Un peu. Le Maroc aussi derrière. Ouais, un peu derrière. Regarde. Ouais, pas loin, ouais. Ouais, ça peut le faire. Bon, c'est bien qu'on en parle parce qu'on va parler d'un hispano-marocain, un homme qui a défrayé la chronique. Peut-être le footballeur ces derniers jours qui a fait suscité le plus de réactions, qui a pris le plus la lumière, bien malgré lui. Ou pas, ouais. Ou pas. C'est Brahim Diaz, bien sûr, international marocain, l'auteur d'une des panenkas désormais les plus célèbres de l'histoire du football. On va en reparler, on va essayer de comprendre qui est Brahim Diaz, l'espagnol, le marocain, le prodige qui a grandi à Malaga, qui a grandi à Manchester City, au Milan, au Real désormais. Ce geste en finale de la CAN lui ressemble-t-il? A-t-il les capacités surtout pour se relever d'un tel échec? Peut-il être plus qu'un joueur de complément à Madrid? Et puis sinon, doit-il partir vers un ailleurs? Quel niveau? Est-il un top joueur européen? Est-il un chapeau 2 des gros championnats européens? On va en parler, on va débattre cette semaine dans l'After Espagne. C'est parti. Tiens, d'abord Edgar, les dernières infos. Tu as à couvrir aujourd'hui encore une fois l'actualité du Real Madrid. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il sera du déplacement à Villarreal avec le Real ce week-end? Oui, il sera du déplacement, il va être dans le groupe du Real Madrid. Alors, il n'était pas titulaire avant de venir et il n'a pas encore joué avec son nouveau coach. Donc, il sera bien évidemment, ou en tout cas très probablement sur le banc. Mais il est bien disponible pour ce match-là. Il est revenu après le match, il est revenu à l'entraînement après le match face à Monaco. Bon, alors on va bien sûr revenir sur... Ce qui est plutôt bien d'ailleurs, hein, parce qu'il passe à autre chose. En fait, non, mais ce que je veux dire, le fait qu'il soit dans le groupe, en fait, ça lui permet peut-être de reprendre le jeu, un peu comme Mbappé quand il avait mis 3 buts en finale de Coupe du Monde, il avait rejoué direct après pour passer à autre chose. C'est peut-être pas plus mal. Pas plus mal pour lui, revenir à son quotidien, une forme de quotidien pour banaliser son échec. On va en parler bien sûr. Tiens, toi qui suis Edgar, ce joueur quasi au quotidien, est-ce que tu as été surpris simplement, à ton avis, là, de suiveur du Real, de Brahim Diaz, parce qu'il tente en finale 97e de la CAN chez lui au Maroc? Est-ce que ça peut lui ressembler franchement? Alors, si on prend en compte le contexte, je pense qu'il n'y a pas une seule personne au monde qui n'a pas été surpris par ce qui s'est passé, parce qu'avec tout l'enjeu, on ne va pas revenir dessus, évidemment, on a déjà parlé 500 fois, mais à ce moment-là, ça paraît absolument dingue pour n'importe quel joueur de tenter ça. Maintenant, sur le geste technique en lui-même, il a les qualités techniques pour le faire, ça c'est une certitude, même si là il a racheté son geste technique. Donc dans un autre match, ça m'aurait pas forcément étonné qu'il tente une panenka, même sous pression. Maintenant, bien sûr, dans ce contexte-là, ça paraissait inimaginable ce qu'il a fait. Et voilà, surtout que je pense pas que ce soit quelqu'un qui, dans sa personnalité, soit particulièrement en recherche de gloire ou d'être le joueur le plus important de son équipe, etc. Donc oui, ça peut être surprenant. Maintenant, techniquement, il est capable de faire mieux que ce qu'il a fait. Il est capable de mettre une panenka, même à Edouard Mendy. Et même son comportement, pour le coup j'étais au stade, t'as regardé la finale Rémi, lui après l'occasion, en tout cas la faute présumée, on peut en débattre, c'est pas le sujet maintenant, sa réaction, son attitude, il fulminait, il était en colère, 100 000, il pétait un plomb, il s'est jeté sur l'arbitre. Non mais c'est intéressant, normal pour toi déjà, tu peux répondre à ça, puis après tu nous diras Edgar si même ce comportement-là, un peu agressif quand même, lui ressemble. Pour moi je trouve ça normal qu'il y ait cette réaction-là. Pourquoi ? Il est à domicile, il est en finale, il a l'occasion de bénéficier d'un penalty. Il est convaincu qu'il y a une faute. Oui, mais à la rigueur, enlève le fait qu'il y ait une faute.
enlève le fait que ce soit une faute approximative, entre guillemets. En gros, imagine, il y a carton rouge, tout ce que tu veux. C'est normal qu'il conteste. Il veut faire gagner son pays. Pour moi, c'est tout à fait normal. Après, je pense que le fait qu'il conteste avec le contexte de la dernière minute de jeu, je pense que évidemment, c'est ce qui rajoute énormément de tension et ce qui donne, en gros, les événements qu'il y a eu ensuite. Mais c'est logique que pour lui, en tant que joueur et compétiteur, il veuille avoir un penalty pour faire gagner son équipe. Je trouve. Edgar, comment cet épisode-là que relate Rémi a été commenté en Espagne ? En Espagne, il a été commenté quand même d'assez loin parce que la façon dont les Espagnols suivaient la CAN, c'est quand même beaucoup moins important, on va dire, dans la couverture nationale qu'en France. Même si la sélection la plus suivie, c'était la sélection marocaine. Donc il y avait quand même un intérêt à travers la compétition pour eux et pour aussi les joueurs qui jouent en Espagne. Plusieurs binationaux, hispano-marocains dans la sélection. Oui. Voilà, et par exemple, il y a beaucoup de joueurs qui jouent en Liga dans cette équipe marocaine. Il y a Hakimi aussi qui est madrilène de naissance, donc que les Espagnols connaissent bien. Les Alzouli aussi, d'ailleurs. Ouais, non mais d'autres, Amrabat, Unai aussi qui faisait partie de cette équipe. Mais les Espagnols, on va dire, ont suivi un petit peu de plus loin cette CAN et donc ils ont surtout réagi par rapport aux différentes réactions qu'il y a eu suite à cette Panenka. C'est-à-dire qu'ils reprenaient quand Kylian Mbappé en parlait, quand Luis Enrique en a parlé pendant sa conférence de presse, il regardait un petit peu ce qui se disait de droite à gauche, mais il n'y avait pas je dirais une passion suffisante pour cette compétition pour que les différents analystes, en Espagne, que soit, voilà, pas comme chez nous, quoi. Exactement. Même si évidemment ça a été une grande nouvelle, mais ce qui a surtout fait parler les gens, c'est de savoir en quel état allait revenir Brahim Diaz au Real Madrid. Ouais, le seul truc peut-être que j'ai pas compris par rapport à cette Panenka-là, c'est pas le geste, c'est le fait que ce soit Brahim qui ait subi la faute, qui est contesté, qui tire ce penalty. Si c'est Hakimi, voilà, c'est totalement différent. Certains attendent les explications sur pourquoi c'était pas Hakimi, par exemple, qui a pris ses responsabilités. Lui aussi est accusé par pas mal de supporters marocains notamment. Alors, il a communiqué, on l'attendait sa communication. J'aurais préféré une vraie interview. Peut-être qu'elle viendra plus tard. Peut-être. Parce que là, c'est toujours maintenant. Qui digère aussi. C'est le refuge des réseaux. Peut-être dans l'after Espagne. Il y a pas de. Oui, je pense qu'on l'a calé, je crois. D'ailleurs, ce rendez-vous semaine prochaine. Il sera avec nous à Paris, d'ailleurs, fera le déplacement. Pourquoi tu rigoles Il a communiqué 2 jours après la finale sur ses réseaux, bien sûr. Ouais, c'était le 20 janvier. Il a d'abord communiqué en espagnol sur son compte Instagram, puis ensuite en retranscrit en arabe. Il a dit « J'ai mal au cœur, j'ai rêvé de ce titre grâce à tout l'amour que vous m'avez donné, à chaque message, à chaque marque de soutien qui m'a fait sentir que je n'étais pas seul. Je me suis battu de toutes mes forces avec mon cœur avant tout. Hier, j'ai échoué et j'en assume l'entière responsabilité. Je vous présente mes excuses les plus sincères. Il sera difficile de m'en remettre car cette blessure ne guérit pas facilement, mais je vais essayer, pas pour moi, mais pour tous ceux qui ont cru en moi et pour tous ceux qui ont souffert avec moi. Je continuerai à aller de l'avant jusqu'à ce qu'un jour je puisse vous rendre tout cet amour et faire de la fierté de mon peuple marocain. » Juste pour info, j'ai recherché le nombre de langues qu'il parlait. Il ne parle pas marocain, il parle couramment espagnol, anglais et italien. Exactement, voilà. Des nombreux binationaux de la sélection marocaine qui ne parlent pas la langue nationale. Alors, il y en a un qui a apporté son soutien également, c'est son coéquipier à Madrid. Dans un instant, tu vas me dire, Edgar, s'il est pote avec Brahim Diaz, Kylian Mbappé, écoutez-le. Je lui ai envoyé un message, je ne l'ai pas eu encore, je pense qu'il doit être triste. J'ai passé la moitié de la nuit au téléphone avec Achraf, parce que là, il doit être dans un état pas possible, et notre objectif, ça va être déjà de le récupérer en tant que personne. Donc ça va être très important pour lui d'avoir ce soutien-là et on sera là pour lui. Je lui envoie. C'est un pote ou pas Mbappé au Real ? C'est un de ses proches ? Oui. Quand Kylian Mbappé est arrivé, il s'est tout de suite très bien entendu avec Brahim Diaz. Brahim Diaz qui lui aussi est pote avec Hakimi, donc ça a facilité aussi les choses. Mais les deux s'entendent très très bien. On les a vus notamment sur le terrain faire des célébrations en commun, etc. Où l'un reprenait la célébration de l'autre, mais aussi en dehors, ils s'entendent bien. Et d'ailleurs, quand Kylian Mbappé est arrivé, Brahim Diaz a été l'un de ceux qui a facilité son arrivée dans le groupe. Même si quand t'es Kylian Mbappé, que t'arrives, que tu connais déjà la moitié des joueurs, c'était pas le plus compliqué, mais en tout cas, ils s'entendent très bien, Kylian Mbappé et Brahim Diaz. Bon, la grande question, bien sûr, qui nous réunit cette semaine, c'est va-t-il se relever de ce cauchemar absolu pour lui ? Brahim Diaz, le rendez-vous de sa vie, il a dit c'est le plus grand traumatisme de ma carrière pour l'instant. Il a 26 ans, c'est pas un gamin, mais il est au cœur de sa carrière. D'abord,
Ce que j'aimerais, c'est qu'on rappelle qui est Brahim Diaz, bien sûr. On en parle souvent, notamment ensemble dans ce podcast. C'est pas un cadre du Real. Il faut d'abord comprendre son parcours. Rémi, rappelons qu'il est né à Malaga, en Espagne, donc. Oui. Il a fait dans l'Andalousie. Il a fait ses premières gammes à l'école de foot jusqu'en 2013, avant de quitter son pays de naissance. Oui, il est né de parents donc espagnols, une mère espagnole et d'un père vivant dans une ville autonome espagnole dans l'Afrique du Nord. Donc voilà, on suppose qu'il a les origines marocaines, mais je crois que c'est surtout par rapport à sa grand-mère. Il est le grand frère de 4 petites sœurs. Il signe à City en 2014, donc à l'âge de 14 ans, contre 3 millions d'euros, parce qu'à l'époque, il est déjà courtisé par plusieurs clubs, dont le FC Barcelone. Il fera donc son premier contrat pro à Manchester City, avant d'ensuite rejoindre le Real Madrid pour 17,5 millions d'euros à l'époque en 2019, alors qu'il est en fin de contrat. Au Real, ça marchera pas aussi bien qu'il l'espérait. Il sera donc prêté plusieurs saisons d'affilée à l'AC Milan, où d'ailleurs il remportera le titre de champion d'Italie en Serie A. Il fera aussi une demi-finale de Ligue des Champions, et avant de revenir donc au Real Madrid en 2023, où il est là-bas depuis donc plusieurs saisons maintenant. Il y a une petite impatience dans sa carrière, c'est quand il était à City, tu l'as rappelé, où il grandit, génération Phil Foden, Jadon Sancho, City qui veut absolument prouver que sa formation c'est sortir des joueurs, génération exceptionnelle, dorée bien sûr, bon, c'est Foden bien sûr qui a le plus réussi parmi ces trois-là encore aujourd'hui. 1 an et demi après, il part de City. Pep Guardiola n'apprécie pas ça, il dit je ne veux pas de joueurs qui ne veulent pas être ici. Aujourd'hui il y a des gens de 16 ou 17 ans, il le cible, qui veulent une place en équipe première et jouer 40 matchs, et ça c'est très compliqué, entre guillemets, c'est pas possible. 15 matchs, 2 buts seulement à City pour lui, 17 millions au Real Madrid, puis les stats on peut les voir au Milan, t'en as parlé, oui. Alors qu'au Real c'est pas beaucoup mieux, il joue encore moins, 10 apparitions, 1 but, 1 passe, et donc ce prêt au Milan. Mais au Milan, depuis entre 2020 et 2023, donc période aussi Covid, 124 matchs, 18 buts, 15 passes décisives, juste pour revenir à son départ de Manchester City. Alors peut-être qu'il a essuyé les plâtres, comme on dit, mais il a peut-être aussi ouvert des portes, notamment à Jadon Sancho, donc qui partira à Dortmund, à Jude Bellingham aussi, qui voilà, a pu, en tant que jeune Anglais, partir à l'étranger avant de revenir dans des grands clubs. Voilà, c'est peut-être aussi à prendre en compte, parce que on a essayé d'avoir plusieurs personnes dans ce podcast, justement, pour nous parler de Brahim Diaz. Pour ceux qui l'ont côtoyé, beaucoup nous disaient que c'était un vrai crack à l'époque, qu'il était toujours parmi les jeunes qui montaient dans les équipes au-dessus, donc surclassés, ce qui prouve aussi ses ambitions, parce qu'il a fait quand même des top clubs entre Manchester City, Milan, Madrid. Il fait que des clubs en M ou des sélections en M, puisqu'il y a le Maroc maintenant. Mais pourquoi n'est-il pas encore un crack européen? Pourquoi ne s'est-il jamais imposé pour l'instant, ni à City, il était jeune, ni à Milan réellement, on va en parler, et au Real encore moins? Quel est son avenir? Est-ce qu'il peut espérer gratter plus de temps de jeu? On en débat dans un instant dans le podcast After Espagne avec Rémi Dumont et Edgar Grollo. À tout de suite. La deuxième partie du podcast After Espagne consacrée à Brahim Diaz avec Rémi Dumont et Edgar Grollo. Alors messieurs, après avoir fait son pédigré, son cursus, parlons de son présent et de son avenir, surtout Brahim Diaz. On est un peu déçus, c'est un nom qu'on connaît très bien depuis quelques années déjà. C'était, tu l'as dit, un petit prodige à l'âge de 16, 17, 18 ans, qui pour l'instant nous laisse un peu clairement sur notre faim, même pas un peu sur notre faim. Edgar, quel est son statut? Comment tu pourrais le qualifier aujourd'hui au Real Madrid? Remplaçant, tout simplement. C'est la première chose qui est importante à prendre en compte, parce que tout le monde dit que c'est un joueur sous-coté, mais il faut d'abord, il faut montrer aussi que tu peux être titulaire. Et Brahim Diaz, moi par exemple, ça fait 1 an et demi que je suis arrivé à Madrid. Brahim Diaz a rarement été bon sur cette année et demie. Alors, il y a des moments où il a des fulgurances. Je pense notamment au match face à l'Atlético en quart de finale de Ligue des Champions la saison passée. Il y a eu des moments où on voit qu'il a des qualités. C'est évidemment un joueur qui a un talent assez dingue, mais il manque de régularité. Je pense aussi par rapport à son profil de jeu, c'est parfois difficile de devoir rentrer, d'avoir que quelques minutes, parce que c'est vraiment un joueur qui a besoin de toucher des ballons, qui a besoin aussi d'être en confiance pour que son jeu fonctionne, et j'ai l'impression qu'il a du mal avec ce rôle de remplaçant de luxe en fait qu'il a cette saison. Par exemple, cette saison il a que 4 titularisations, donc c'est difficile forcément d'être régulier, et c'est difficile de montrer tout ce que tu vaux sur des petits bouts de match, surtout si tu rentres quand ton équipe mène déjà
déjà au score ou ce genre de choses. Donc il a un statut de remplaçant, mais un remplaçant que tout le monde regarde en se disant il pourrait faire tellement mieux et il pourrait être un super joueur. Mais il y a quand même énormément de monde à son poste, hein. Si on le considère comme un joueur qui joue plutôt à droite, même si on sait qu'il peut jouer à plusieurs postes, à droite il y a déjà Rodrigo, il y a déjà Mastantuono, donc c'est forcément compliqué d'avoir sa place et c'est forcément compliqué d'avoir beaucoup de temps de jeu comme il pourrait le mériter par rapport à son talent. Tu me disais en préparant l'émission, Edgar, également, qu'il y a peut-être une question de personnalité. Est-ce qu'il est assez méchant, notamment sur un terrain? Il a une super image, il est beau gosse, il a un rapport au ballon hyper esthétique, hyper soyeux, mais c'est pas le tempérament qu'on a envie de voir quand il entre en jeu, surtout quand il a 10-15 minutes maximum par match. Rémi, qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce qui lui manque, Brahim Diaz? Je pense qu'il lui manque des matchs références déjà, parce que comme le disait Edgar, il a un potentiel énorme. Pourquoi il n'arrive pas à en faire des matchs mais références? parce que je pense que voilà, il est ambitieux, mais voilà, faut qu'il puisse aussi se frotter à la concurrence. Et comme le disait Edgar, il y a pas mal de monde à son poste, même au Milan, hein, il y avait déjà du monde. Après, il y a peut-être aussi son rapport, on va en parler, mais son rapport évidemment à la sélection. C'est quand même un joueur qui est né en Espagne, qui a fait toutes ses classes avec les catégories de jeunes en Espagne. Voilà, au Real, c'est quand même des stats quand même assez sympathiques, parce que 139 matchs, il n'y en a pas non plus. Il n'a même pas démarré la moitié. Oui, il n'a pas démarré la moitié, mais ce que je veux dire par là, il y a beaucoup de joueurs qui auraient pu, qui n'en ont pas fait autant. 21 buts, 23 passes décisives. C'est sûr que pour un joueur offensif, on attend plus, surtout quand on a joué plus de matchs que ça. Mais je dirais peut-être que voilà, faut qu'il peut-être apprenne à se faire mal. Et typiquement, l'épisode de cette Panenka peut peut-être justement un peu durcir son cuir pour derrière qu'il puisse se révéler enfin et jouer sans le frein à main peut-être. Ce que certains veulent penser, veulent croire en tout cas. Cette saison, pour rappel, 18 apparitions sur le maillot du Real Madrid, 4 titularisations seulement. C'est famélique, c'est trop peu. Il y a un but, 2 passes, mais il n'avait pas les faveurs de Xabi Alonso. Alors justement, est-ce que ça peut changer avec l'arrivée de Arbeloa, son nouveau coach? Écoutez ce que disait Arbeloa, justement, c'était il y a quelques heures, ce vendredi, veille du match face à Villarreal. Non, que va, al revés. Yo muy feliz de Je suis ravi de son retour. Il a démontré tout son talent au Real Madrid et pendant cette CAN. C'est un joueur capable de déséquilibrer les défenses, de jouer entre les lignes et à différents postes aussi. Il va bien, c'est un joueur très mature et il a une excellente mentalité. Et avant tout, il est prêt à aider l'équipe et c'est ça le plus important. Nous aurons besoin de lui. Je suis content d'avoir un joueur comme Brahim et on essayera de faire du mieux possible. Traduction, je le précise, assurée par notre stagiaire 3e. Magnifique. 14 ans, magnifique. Mûr, comme Brahim Diaz. Bravo. Bilingue. Grande mentalité, hein. Bravo Edgar. Hein. En live. Bon, Edgar, il a que 2 ans de plus, hein, mais bon, ça va, c'est... Edgar. On va arrêter avec cette joke. Est-ce que tu penses qu'il peut s'imposer, sincèrement? La concurrence, on l'a dit, elle est féroce, mais ce garçon a aussi le droit de la bousculer, cette concurrence-là, de gratter progressivement du temps de jeu, de séduire en plus, c'est une opportunité, un nouveau coach, Arbeloa, qui l'observe depuis des années aussi déjà. Est-ce que tu penses qu'il en est capable et est-ce que tu penses que ça peut changer la donne pour lui? Je pense que s'il devient pas plus tueur et plus incisif dans son jeu, il n'est pas capable de s'imposer au Real Madrid. Et quand je dis plus tueur, c'est pas seulement mettre des buts. Déjà, quand il frappe au but, faut qu'il y croit un petit peu plus. Mais c'est aussi dans tout ce qu'il fait, d'être un petit peu plus décisif, un petit peu plus tranchant, surtout tranchant dans ce qu'il fait. Et je pense que c'est ça la difficulté pour lui, c'est qu'à chaque fois, et on peut le comprendre, hein, quand t'as 10-15 minutes de jeu, c'est difficile d'être tout de suite dedans et d'être performant tout de suite dès la première touche de balle, surtout avec son style de jeu. Et surtout quand je vois tout le monde qui y a devant, Rodrigo qui reprend des couleurs, Mastantuono qui a lui aussi repris des couleurs après une petite phase compliquée, notamment il était touché par une pubalgie. Si ces deux joueurs-là sont à leur niveau, je pense qu'il n'y aura pas la place à droite. Maintenant, Brahim Diaz, c'est un joueur qui peut peut-être jouer un petit peu plus bas, qui peut peut-être apporter aussi dans le cœur du jeu vu ses qualités techniques. Donc si Arbeloa veut le faire jouer à un autre poste, on peut imaginer qu'il peut servir à cette équipe, mais de là à être titulaire, dans l'immédiat, j'ai du mal à l'imaginer. Avoir plus de temps de jeu, pourquoi pas. Être titulaire et être un quart d'heure de cette équipe, c'est quand même compliqué aujourd'hui de l'imaginer dans un futur proche pour Brahim Diaz.
Doit-il partir, on en parle, mais je veux quand même dire un mot sur lui. Bon, on a suivi sa CAN entièrement, meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, on peut regarder ses stats avec le Maroc. Rémi, ça n'a absolument rien à voir avec le Real. Son statut est très différent. Oui. Juste rappeler qu'il est sous contrat au Real jusqu'en juin 2027, mais avec le Maroc évidemment il n'est pas sous contrat. Par contre c'est déjà énorme ces stats, 22 sélections, 13 buts, 2 passes décisives, et donc la CAN 2025 qu'il a disputé, 5 buts, 5 buts, il a terminé meilleur buteur de cette CAN. Il a aussi terminé meilleur passeur des qualifications pour la CAN avec 7 buts. Là aussi il a montré tout son potentiel à l'échelle internationale, ce qui montre que il termine meilleur buteur. Il est élu 2 fois homme du match durant cette CAN. Voilà, c'est une CAN quasi complète, parce que comme l'a dit Hervé Renard chez nos confrères de Rotten sans flamme, tout est bon sauf le dessert pour Brahim Diaz. Alors je sais pas si c'est que le dessert, j'ai l'impression que c'est le dessert qui est bon avec lui sur un terrain, sur 90 minutes, encore une fois, notamment sur la CAN. Il est meilleur buteur, c'est une chose, décisif, il qualifie, et heureusement lui tout seul le Maroc sur une accélération, on attend Tanzanie notamment en 8e de finale. Ouais. J'ai l'impression que c'est un joueur de fulgurance en réalité. C'est pas un joueur qui a un gros volume de jeu. C'est pas il a un numéro 10 dans le dos, mais c'est pas un 10 qui va leader son équipe. C'est un meneur de jeu, un meneur d'homme. C'est un manque de consistance. C'est un mec qui va sur des appuis courts faire une différence. Ça spécial, pied droit, pied gauche. On pique dans l'axe, on enroule, soit côté ouvert, soit côté fermé. Mais c'est ce qui lui manque à Brahim Diaz pour être un top joueur, quoi. Et je sais pas s'il l'aura un jour. Ok, c'est un mec qui sait faire des replis défensifs aussi, mais dans son rôle offensif. C'est un joueur de 3-4 fulgurances, c'est déjà très bien par match, mais il n'a pas le volume. Non, et puis j'ai l'impression aussi quand on dit joueur de fulgurance, c'est aussi un joueur qui fuit peut-être les problèmes. Regarde à Manchester City, il jouait pas assez, il est parti au Real. Au Real, il joue pas, il est prêté au Milan. Au Milan, il fait des choses, mais il appartient toujours au Real. Il revient au Real, il joue pas. On va en parler avec la sélection, fait toutes ces catégories avec les jeunes espagnols. Il attend la sélection qu'il aura finalement, mais c'est pas vraiment un titulaire. Il file pour une autre sélection. Après, ce sont des choix évidemment d'hommes, mais c'est différent encore. Mais voilà, ce qui prouve aussi peut-être son instabilité. Regragui a essayé de lui donner confiance encore plus pendant la CAN. Il a dit, son sélectionneur, Walid Regragui, il peut être le meilleur joueur du monde s'il le souhaite. Bon, c'est un rôle de manager, là. Hein. C'est une déclaration de manager, doucement quand même. Je ne sais pas ce que tu en penses, Edgar, quoi. Et même ce qu'en pensent les socios au Real, tu dis que tout le monde a conscience qu'il doit faire plus. Mais est-ce qu'il trouve ça injuste, son temps de jeu maigre au Real, les socios en général? Non, il a sa place en réalité. C'est quand même... Ouais, c'est ça. C'est quand même compliqué aujourd'hui de dire qu'il devrait jouer davantage, parce que malheureusement, comme tu l'as dit, ça reste un joueur de fulgurance, et donc t'as des moments où il rentre et tu te dis waouh, ce joueur-là devrait avoir plus de temps de jeu parce qu'il a un impact tout de suite, mais la majorité de ses entrées, tu retiens pas grand chose en fait, donc c'est ça le problème. Et encore une fois, on dit pas que c'est facile d'avoir un impact sur 10 minutes, mais moi quand j'entends toujours dire que Brahim Diaz est sous-coté, je le comprends, parce que tout le monde voit le talent qu'il a, et effectivement il a un meilleur toucher de balle que beaucoup de joueurs qui ont un plus grand statut que lui dans le football européen. Mais est-ce que pour autant ça veut dire que c'est un très grand joueur et qui peut faire partie des 5 meilleurs joueurs du monde? C'est encore autre chose, et je pense qu'il y a une confusion parfois des gens entre le talent d'un joueur et ce qu'il propose sur le terrain, ce qui veut pas dire que Brahim Diaz pourra pas faire mieux, mais si on regarde sa carrière, il a pas été assez bon assez régulièrement pour mériter un autre statut que celui qu'il a au Real Madrid aujourd'hui, même s'il sort d'une super CAN à part cette finale. Donc peut-être que ça peut l'aider à se dire lui-même qu'il peut être plus que ça, et on le souhaite pour lui, mais en toute objectivité, si on regarde sa carrière, pour l'instant c'est pas l'un des meilleurs joueurs du monde, et assez loin de là. Et on le saurait s'il avait ce potentiel pour être un des meilleurs joueurs du monde. Il a 26 ans, il n'a pas 21 ans, Brahim Diaz. On commence à le connaître. Hein. Alors on ne sait jamais. Parfois, il y a des environnements qui te permettent de te pas de mauvais joueurs que de révéler. Voilà, exactement, des contextes, des environnements. Donc ça m'amène à cette question-là, les gars. Est-ce qu'il doit partir? Tu as rappelé son contrat? Il lui reste quoi? Juin 2027. Et ouais, donc il est en fin de contrat dans 1 an et demi. Brahim Diaz. Est-ce que pour s'épanouir, et vers où vous l'imaginez, est-ce qu'il doit quitter le Real, quoi? Moi, je dirais que oui, dans le sens où faut qu'en fait, il puisse être dans un club un peu à l'image de la sélection, où il puisse quelque part presque avoir les pleins pouvoirs, où voilà, et ce soit lui sur qui beaucoup de choses reposent, même si, et je parle surtout contrôle Nico, mais évidemment que pour la sélection marocaine, c'est Hakimi la star incontestée et incontestable. Maintenant, je pense que peut-être que le Real et l'effectif du Real, c'est trop fort pour lui, malgré son talent. Peut-être qu'il doit viser un club intermédiaire. Je sais, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Qu'est-ce que tu en penses, Edgar? Est-ce qu'il doit partir absolument pour s'épanouir ailleurs, vraiment?
Alors je vais dire oui, mais oui pour moi si tu regardes sa situation sans prendre forcément en compte le contexte de la CAN, parce que comme on l'a dit, je pense pas qu'il va s'imposer et je pense effectivement qu'il a besoin de plus de temps de jeu pour montrer ses qualités, quitte à avoir un autre statut dans un club, on va dire intermédiaire, qui reste un bon club européen, et puis revenir, pourquoi pas, dans un top club. Maintenant, je pense que les prochaines semaines, les prochains mois vont être très importants pour lui parce que, comme le disait Rémi tout à l'heure quand il parlait de ses choix, ça reste avant tout des choix d'hommes, d'êtres humains, et le soutien qu'il peut recevoir de la part de ses coéquipiers du Real Madrid, de la part de son club dans les prochains mois, qui vont être parmi les plus durs de sa carrière, évidemment mentalement, je pense que ça peut jouer, et c'est possible aussi que ces prochains mois fassent en sorte qu'il tombe encore plus amoureux de ce club-là, parce qu'il a ce soutien dans le moment le plus difficile de sa carrière. Et s'il se sent vraiment comme chez lui à Madrid, je pense qu'il doit continuer à Madrid. Maintenant, sportivement, si on prend pas en compte le côté mental et le contexte de la CAN, oui, je pense que le plus logique, ce serait quand même de le voir évoluer plus régulièrement dans un club un petit peu moins important. Ce qui est dingue, j'ai regardé là, il y a quasiment jamais de rumeurs de départ, transfert Brahim Diaz, quoi. Après, tu le verrais où, toi, par exemple? Moi, parce que c'est ça le truc, tu vois, il y a plein de clubs intermédiaires. Un niveau en dessous, en Liga, parce que bon, il a un profil aussi football espagnol, pourquoi pas chez un Real Betis, un Real Betis par exemple. Certains vont hurler en entendant ça, bien sûr, il mérite plus que le Real Betis, mais être un cadre Real Betis, ça pourrait lui faire beaucoup de bien également. L'Atlético, pourquoi pas, à condition de s'adapter aussi à l'exigence de Diego Simeone. Et en venant du Real, c'est un peu compliqué en plus. Je sais pas, d'autres clubs intermédiaires, pourquoi pas Villarreal aussi. Mais ça me semble plus dimensionné pour lui, Villarreal, Real Betis. Finalement. Oui, t'en as 2 ou 3. Ouais, mais bien sûr, on est tous d'accord. Là, tu mets Brahim Diaz au Betis. Alors, imaginons qu'il n'y a pas Anthony, évidemment. Ce serait le cadre de l'équipe et ce serait un super joueur pour le Betis avec plus de temps de jeu, évidemment. Maintenant, est-ce qu'il peut viser plus ? Peut-être aussi, mais est-ce qu'il peut jouer en première ligue ? Peut-être pas par rapport à son style de jeu. Donc c'est ça qui est compliqué aussi. C'est quand même un style de joueur assez particulier, même s'il a énormément de talent. C'est pas un style de jeu qui colle avec tout le monde. Et d'ailleurs, on verra si c'est un style de jeu qui colle avec Arbeloa, qui compte aussi beaucoup se reposer sur ses cadres. Brahim, si tu nous écoutes, va-t'en et joue. Joue au football, c'est plus important, t'as 26 ans déjà. On t'embrasse, on t'aime beaucoup, Brahim. T'as une bonne bouille, t'as un super technicien. On a envie de te voir jouer. Quitte le Real, on est toi marquer, enchaîner les matchs, parce qu'on aime ce genre de profil, Brahim. Bon voilà, on dirait du Pascal Pro là, c'est flippant là. Alors les gars, nous on jouera la semaine prochaine, on va rester en revanche, on va pas s'en aller. Donc merci pour cet épisode. Merci à vous. J'ai aimé vous retrouver. Et on sera là. Nous aussi. Question traditionnelle, on fait quoi la semaine prochaine, Rami ? Peut-être du Rafinha. Ah, Rafinha t'y tiens, hein. On va le faire, oui, ça mérite. Flavien, ça mérite. Merci à tous, à Sam, à Flavien, à Yael également, à Jalel aussi, à PA. On connaît tout le monde. Et merci à notre direction également. Ouais, et puis tonton, voilà, Sam. Ah Sam, bien sûr, Sam. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. RMC After Espagne.